Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre émission nouvelle de l'UPE 13, Place des entrepreneurs, avec le plaisir ce matin d'accueillir 4 chefs d'entreprise. Une émission réalisée avec le concours de Kedge Business School et la région Sud. Une émission qui est consacrée à la réaction des chefs d'entreprise dans ce contexte totalement inédit que nous traversons. Vos réactions, la manière dont vous êtes transformés, et puis bien sûr on évoquera ensemble la manière dont vous envisagez bien sûr le post-Covid, l'après. Mais d'abord, on se présente, si vous en êtes bien d'accord, et à commencer par les dames. On est ravis de vous accueillir ce matin, Amandine. Merci. Si vous pouvez vous présenter votre société. Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Amandine. Je suis aujourd'hui à la tête d'une petite structure qui s'appelle Marseille, qui donc a, on va dire, 3 métiers. Un métier historique qui est le sport de haut niveau, dans la voile, Marseille. Voilà, pour ceux qui ont compris le jeu de mots. Donc avec du sponsoring sportif, de la gestion de projets sportifs, une activité qui est de l'événementiel nautique pour les entreprises, où là on organise uniquement du sur-mesure, donc ça peut aller du cocktail sur un vieux gréement à la navigation très sportive en plein hiver. Et ensuite, une activité, et c'est aujourd'hui l'activité sur laquelle on met nos efforts commerciaux, de formation au leadership en utilisant la voile comme outil pédagogique. Juste en 10 secondes, l'idée c'est d'emmener des comités de direction, des membres du top management, naviguer dans des conditions sportives pour améliorer leur management en situation. Donc le sport, l'événementiel, donc évidemment on comprend que vous allez nous expliquer comment vous avez réagi dans ce contexte. Bonjour, Philippe Véran, 55 ans, père de 2 enfants, marié, patron de Biotech Dental, donc société dont j'ai été à l'origine, puisque dans une ancienne vie j'ai été expert comptable et cette société s'est créée dans mon cabinet et je l'ai rachetée quelques années plus tard et voilà, pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est une ETI française qui est assez importante dans son secteur d'activité. Donc on vend des dispositifs médicaux pour les chirurgiens dentistes. Nous sommes installés à Salon de Provence, il y a 650 salariés et on réalise 35% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et on a vécu cette période de façon assez particulière puisque le premier confinement nous a obligés à fermer notre entreprise pendant 2 mois, et alors que le deuxième nous permet de travailler presque normalement. Voilà. Bon, vous allez nous raconter ça. Oui. Didier Brouat, Monext. Donc, Monext, nous fournissons des solutions de paiement aux retailers ou aux banquiers fintech. Donc, ce que j'ai l'habitude de dire en général, pour être assez synthétique dans la présentation, c'est que vous êtes tous autour de la table utilisateurs de Monext. Quand vous achetez sur Amazon, quand vous allez prendre une grille de loto chez FDJ, quand vous allez faire vos courses chez Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, si vous utilisez Orange Bank, si vous utilisez Compte Nickel, voilà, derrière ça, il y aura une technologie Monext. Monext, c'est un peu plus de 400 personnes principalement, donc avec 2 sites à Aix-en-Provence et quelques bureaux à Paris. Donc le digital, les flux monétiques, des sujets dont on peut imaginer qu'ils ont été particulièrement impactés dans ces derniers mois. Vous allez nous raconter ça. Tout à fait, ouais. Et enfin, Paul. Bonjour Didier. Donc moi je m'appelle Paul Barthes, je suis le directeur général du Sofitel Marseille Vieux-Port, donc un hôtel qui surplombe l'entrée du Vieux-Port, à côté du Palais du Pharaon pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un hôtel qui fait 134 chambres, qui a 2 restaurants, le restaurant gastronomique Les Trois Forts et le restaurant brasserie bistronomie Le Carré, avec aussi un bar, le Dantès, un bar en rooftop sur les terrasses. Nous avons aussi 7 salons d'événements, de banquets que nous utilisons, et puis aussi un spa, le Sofitel Spa. Voilà. Bon, ravi de vous accueillir aussi, Sofitel, tellement connu ici. Et ce sera effectivement très intéressant de vous écouter, puisqu'évidemment l'hôtellerie et la restauration, vous êtes au cœur de cette actualité, si je peux dire, de ce contexte. Alors Amandine, peut-être je vous repasse la parole, et puis ensuite on est autour de ce petit déjeuner, donc chacun réagit. À la fois au propos de chacun et puis évidemment à la façon dont vous avez pu vous-même réagir, vous transformer dans ce contexte très inédit. Amandine, alors comment vous avez fait? Au premier confinement, en fait, il y a eu 2 phases. Il y a eu une première phase un peu
j'allais dire, on était presque incrédules sur la façon dont les sidérés. Ouais, un petit peu. Et c'est vrai que nous, on est dans une phase de forte croissance. Donc, on a doublé notre chiffre d'affaires entre 2018 et 2019. Donc, c'est vrai que du coup, on s'est retrouvé dans une phase propulsée et en même temps pas suffisamment loin. Donc on s'est dit coup d'arrêt un peu violent et puis au départ ça s'est fait, c'est ça aussi qui était un peu pervers, c'est que ça s'est fait par petites touches, une annulation par-ci, une annulation par-là, puis les entreprises qui commencent à avoir peur, à plus vouloir venir et en fait il y a eu cet arrêt brutal et le confinement, nous finalement au début comme on est de grands optimistes, on s'est dit ok, occasion rêvée. Ça fait des mois qu'on est dans le dur, on n'a pas de temps, on n'est pas assez nombreux pour tout faire. Le confinement, c'est parfait. On a refait notre site internet, refait. Confinement, c'est parfait. Ah ouais, vraiment. On était, c'est pas grave, on y va. Tous, en fait, c'est une opportunité. Voilà, c'était une opportunité. Et effectivement, on a refait tous nos supports pédagogiques, toute notre communication, un nouveau site internet. Enfin, vous êtes réinventé ? Complètement. Et on a fait des webinaires gratuits, on a fait beaucoup de bénévolat, mais parce qu'on trouvait aussi que c'était normal d'aider un peu les gens autour de nous, de mettre un peu de bonne humeur dans les salons des uns et des autres. Et on était plutôt serein. Après, la reprise a été un peu plus violente. Ouais, parce qu'il faut faire vivre le modèle quand même pendant tout ce temps. On se réinvente, mais il faut aussi que... après, il faut reconnaître une chose, c'est que les aides d'État aussi ont fait que on a pu survivre. Nous, on est une petite structure avec peu de frais fixes, donc ça aide aussi quand même. Et puis après, moi, je suis une grande gestionnaire et j'ai fait très très attention à bien nous mettre à l'abri de toutes les manières possibles et imaginables. Paul, on peut imaginer aussi que vous avez été assez rapidement, brutalement impacté. Oui, tout à fait. Sidéré, c'est le terme. On avait l'hôtel qui était presque complet en fait, donc mi-mars. Et puis du jour au lendemain, on a dû expliquer à nos clients qu'on allait fermer l'hôtel et donc annuler les événements, annuler les groupes à venir. Finalement, dans un hôtel, là, le Sofitel Marseille Vieux-Port est ouvert depuis 1976. En fait, il n'a jamais été fermé, en tout cas de ce que je sache. Et le plus difficile, c'est même de trouver la clé pour fermer la porte, puisqu'un hôtel, en fait, finalement, ne s'arrête jamais par définition. Et donc, on ne sait pas comment arrêter un hôtel. Donc, on a fini par trouver la clé, entre guillemets. On a pu se donner la marchandise qu'on avait donc, à différentes associations, les Restos du Cœur, etc. On avait quelques masques, on a pu aussi aider à ce moment-là. Il y avait quand même une grosse pénurie de masques en France à des contacts qui avaient des hôpitaux, des cliniques. Et puis après, ça a été de petit à petit préparer la manière de communiquer avec les équipes, effectivement. Donc entre des groupes WhatsApp, des Facebook Live, on a essayé de voir comment on pouvait faire pour que ces 130 collaborateurs qui se retrouvaient chez eux, on arrivait à retrouver quand même un lien, les rassurer évidemment. Et puis après, rapidement, se dire comment on prépare la reprise, avec évidemment des mesures sanitaires. Alors on a la chance dans le groupe Accor d'avoir eu un partenariat avec le Bureau Veritas, on a développé un label qui s'appelle All Safe. Et donc, comment on met en place ce label en se préparant pour la réouverture. Puis finalement, on a réouvert fin juin et on ne savait pas du tout comment l'été allait se passer. Et finalement, on a été débordés, on a été très surpris par l'activité française, marché français. Parfois un peu différent de celui qu'on avait l'habitude d'avoir, mais finalement on s'est fait déborder cet été, on n'avait pas les saisonniers, etc. Donc ça a été les montagnes russes pendant 2-3 mois jusqu'à cette période un peu bizarre actuelle. Voilà. Débordé cet été, bon ça c'est la bonne nouvelle quand même de 2020. C'est ça. Philippe, peut-être pour le coup une activité et industrielle, internationale. Oui, alors nous je crois que c'est la même réaction pour tout le monde. Les chirurgiens dentistes ont été obligés de fermer leur cabinet parce que la découverte du virus, c'était certainement la profession la plus impactée, hormis les soignants évidemment qui étaient dans les hôpitaux qui traitaient les malades Covid, mais donc les praticiens qui travaillent auprès de la bouche des patients, donc c'était évidemment la grande crainte, peu de matériel, donc évidemment décision quasi mondiale d'ailleurs, c'est assez curieux parce que c'est je dirais l'activité dentaire mondiale, donc hormis la Chine qui travaille un peu et la Corée du Sud. Donc c'est arrêté brutalement. Donc c'est quelque chose là aussi. Donc vous disiez fermer un hôtel, ça s'était jamais vu depuis 1976 que le Sofitel Marseille a été créé, mais je pense que chez les dentistes c'est quelque chose qui s'est jamais vu non plus. Donc plus de soins dentaires pendant 2 mois dans le monde, c'est juste quelque chose qui est complètement inouï. Donc nous, par ricochet évidemment, on a dû gérer l'arrêt des équipes, donc 650 personnes, donc voilà, donc 2 sites industriels, 8 filiales,
Donc il y a eu cette première période, je dirais, pendant d'un mois, qui a été extraordinairement chargée donc pour la gestion de ces problématiques-là. Hein, donc, et puis remettre aussi un peu sur les rails les dispositions financières à prendre. Donc c'est vrai que c'était quand même très compliqué. Est-ce qu'on ferme complètement l'usine? Est-ce qu'on la ferme pas? Donc au final, on l'a pas complètement fermée, mais voilà. Mais après, avec tout ce que ça peut impacter aussi derrière, donc on a pris la décision effectivement de continuer à fabriquer, pensant que, puisqu'on ne savait pas à l'époque si ça allait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 15 jours, donc c'était assez problématique. Donc voilà, donc c'est une période quand même assez agitée. On a ensuite, une fois qu'on a retrouvé, je dirais, un peu de sérénité, non pas de sérénité, mais juste parce qu'on s'habitue un peu, je dirais, même aux choses les plus atroces. Ben voilà, retrouver du lien avec les clients, réinventer un peu le modèle. Donc on a aussi beaucoup travaillé, et on a créé un label aussi donc et avec Bureau Veritas qui s'appelle Safe Plus, donc pour les praticiens. Donc on a aussi pensé tout de suite à la réouverture des cabinets et savoir comment les cabinets allaient pouvoir travailler. Donc on s'est réinventé dans ce modèle-là. Et ça a plutôt bien marché puisque ça a permis de créer du lien avec les clients et ça a permis de garder aussi un lien avec nos équipes. Et puis voilà, et puis après on a réouvert et depuis, je dirais qu'on travaille à vue, mais presque normalement, normalement. Peu de prospection commerciale, plus de salons, plus voilà. Donc ça c'est d'autres débats, mais je dirais que par rapport là aussi, on se contente presque du moment qu'on peut travailler. On est presque content de pouvoir travailler. Voilà, donc c'est aussi peut-être des habitudes qu'il faudra prendre. À se fixer peut-être des objectifs qui sont un peu moindres et se contenter peut-être d'un peu moins aussi, quoi. Donc voilà, donc c'est une période très particulière. Moins impacté dans le deuxième confinement peut-être Oui, complètement. Ouais, voilà. Oui, et l'international? Alors l'international c'est très compliqué. Là où nous sommes installés avec des filiales, je dirais que ça se passe à peu près normalement. Là où on a des distributeurs, c'est plus compliqué. Et pour prospecter aujourd'hui, c'est quasi déjà un service export qui est quasi à l'arrêt. Là j'ai quelqu'un qui est parti à Dubaï, mais hormis ça, on ne voyage plus. Et là on est en train d'acheter une société aux États-Unis. Donc ça fait 1 an qu'on est sur cette acquisition qui va se conclure dans les jours qui viennent. Mais voilà, c'est aussi c'est quelque chose qui aurait dû être fait beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Et voilà, donc cette période, elle remet en cause, elle remet tout en cause en fait. Hein. Alors ça fera peut-être une transition après avec Didier, mais on apprend, j'imagine, à fonctionner, à travailler à distance, hein, en utilisant les outils digitaux, la visio, etc. Donc on apprend à manager différemment. C'était le cas, j'imagine, dans une société internationale comme oui, c'est clair, mais après, ça ne remplace pas. Enfin, je le vois aujourd'hui. Moi, j'ai des calls quasiment tous les soirs avec mes partenaires américains et les cabinets d'avocats. Donc, on a beaucoup réduit le prix d'acquisition, mais je pense qu'on est très largement en train de le compenser par les honoraires d'avocats. Donc là aussi, on rentre dans des espèces de modèles où c'est des choses qui auraient été traitées en 1 semaine, en face à face, avec toutes les personnes autour de la table. Là, c'est des allers-retours permanents. Les gens en profitent. Enfin, voilà, franchement, c'est des périodes qui sont très très compliquées et je crois que ça ne remplacera pas de toute façon enfin, on a besoin de voir nos clients, on a besoin d'avoir du contact, on a besoin d'avoir de l'échange, on a besoin d'avoir de la conviction et derrière une caméra, c'est quand même pas la même chose. Non, même si vous faites très bien ce matin. Merci. Didier. Un des paradoxes, c'est que malgré le confinement, les gens continuent de payer. Ouais. Donc, Tant mieux. Donc la première difficulté à laquelle on a été confronté, c'est effectivement une activité qui continue et de l'autre côté, une organisation du travail qui doit se modifier. Donc du jour au lendemain, on est passé à 100% de télétravail, donc il n'y a pas eu de chômage, on a continué 100% de l'activité. Alors on avait déjà signé des accords temps de travail il y a quelques années qui intégraient le télétravail. Bon, cela dit, on l'avait fait plutôt de façon très très embryonnaire. Et du jour au lendemain, quand tu prends 400 salariés qui sont plutôt dédiés, parce que bon, c'est un métier très marketing, mais ça reste un métier très prod, parce que si à un moment on a une panne, c'est quand même un peu emmerdant. Donc il faut que ça continue. Donc le passage de ces 450 personnes au télétravail violemment du jour au lendemain, il a fallu un peu s'organiser. Finalement, ça s'est passé assez bien. Donc, il y a même eu une espèce d'inertie au début, parce que les gens se connaissaient bien, etc. Donc on avait, le début s'est plutôt bien passé. Après, effectivement, comment créer du lien, comment continuer la dynamique. Alors je reviens sur tes propos. Bon, clairement, dans le télétravail, il y aura forcément une injustice à venir. C'est quand
en fonction des postes, en fonction des métiers, tu pourras ou peux rester chez toi, ça va dépendre. Donc là, il y a effectivement tout ce qui va être négo, communication de crise, si par hasard on a quelques incidents, etc., où le télétravail et la visio amènent ses limites. Dans l'activité commerciale aussi, donc nous on a assisté à la disparition. Donc moi je suis très prétentieux, donc j'ai dit Monex, on ne vend pas, les gens nous achètent, mais pour qu'on nous achète, si tu veux, il te faut de la visibilité. Et là, le paradoxe, c'est que on n'a plus du tout d'événements, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de salon, on est dans une espèce de incommunication totale, donc il faut se réinventer dans la visibilité. Donc on a fait du webinar sur des sujets qui étaient des sujets hyper pragmatiques, parce que ça ne sert à rien de faire de l'image et de l'institutionnel, donc il y a des grosses évolutions réglementaires, on a rebondi dessus, type 3D, SV2, etc. Enfin bon, c'est des trucs un peu techniques, mais sur lesquels assez anxiogènes pour que les clients et prospects aient envie de s'intéresser au sujet. Et puis la disparition des salons, ça nous a amené par exemple à fabriquer un pop-up store, c'est-à-dire un espèce de faux magasin à Paris, pour essayer de valider des démos de paiement, puisque, alors là c'est le deuxième élément hors organisation, les gens continuent à payer mais ils payent différemment. C'est-à-dire vous avez assisté à la montée du sans contact, donc le fait que ce soit passé de 30 à 50 euros, déjà ça a augmenté considérablement. Donc dans l'activité, il y a eu du déplacement, donc il y a eu en magasin, entre guillemets, il y a eu des comportements de consommateurs qui ont été très différents, avec plutôt moins de gros paniers, ou plus de gros paniers au départ, parce que dans l'inquiétude, dès que le confinement a été lâché, il y a eu beaucoup de gros paniers, puis après ils ont disparu au profit de visites régulières. Après, il y a eu la disparition de tout ce qui était essence de consommation, etc. pendant la période du confinement. Et de l'autre, alors si je parle de la distrib, on a assisté à l'explosion des drives. Donc, puisqu'en fait, le concept existait déjà, mais les drives ont tous saturé. Donc, comme le drive ou des plages de rendez-vous, à un moment, quand tu arrives à 300% de croissance, c'est terminé, tu es un petit peu limité. Et effectivement, la montée en puissance de son contact a été très spectaculaire. Le passage au digital est spectaculaire. Alors, tout ça, on l'avait anticipé, on savait que ça allait arriver. Il y a juste que ça s'est considérablement accéléré. Et ce qu'on n'avait pas du tout envisagé, en revanche, c'est que quand tu as changé tes habitudes, tu reviens pas en arrière. C'est-à-dire que si je prends un cas comme le jeu en ligne, le fait de ne plus aller chez ton buraliste cocher les grilles de l'auto et le faire avec ton compte et sur ton téléphone, le jour où tu as pris ce pli-là, tu n'y vas plus. Mais c'est pareil pour lire le journal. Ouais, la digitalisation, exactement pareil. Le drive, quand tu as pris l'habitude d'aller au drive, tu continues à y aller. Tu vois, ce qu'on avait, nous, peu anticipé, c'est le fait que ça s'inscrive autant dans la durée. Alors l'accélération, elle est immense. Alors, dans la digitalisation des parcours, c'est du terrible parce que c'est des trucs sur lesquels on travaille depuis 8-9 ans, sur lesquels les retailers mettaient du temps, et puis d'un coup c'est devenu juste prioritaire. Alors si on reste sur ce sujet de la digitalisation, voire de la distanciation, vous avez évoqué évidemment la distance avec vos clients. Comment vous avez préservé, peut-être même enrichi, j'en sais rien, la relation avec vos clients dans ce contexte là aussi très particulier? Il y a un paradoxe. C'est qu'évidemment, si tu fais bien ton métier, tu es totalement paranoïaque, donc tu n'as pas envie que tes clients se barrent, et donc tu essayes de mettre du lien. Et habituellement, on avait des liens qui étaient plutôt physiques, etc. Là, plus de voyage, plus rien. Donc on s'est imposé un certain nombre d'exercices. Alors, tu vas avoir du phoning, de l'appel, des conférences. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des webinars, il y a du mailing. Nous, on a des back-office clients, sur lequel les intranets, sur lesquels on a pas mal communiqué. Mais alors le paradoxe, c'est qu'il y a certainement des relations qui sont améliorées, parce qu'on a multiplié les contacts. Après, ça rien ne remplace quand tu as une vraie réunion où on sourit, parce que ça durcit quand même. Tu vois, il y a juste un truc quand même qui est important, c'est que quand plus tu mets de distance, moins tu mets de courage. Donc c'est intéressant de voir aussi les changements de comportement. C'est vrai que nous, on continue à penser qu'un jour, il va falloir qu'il y ait de l'événementiel en physique qui revienne. Mais on espère tous. Hein. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que, bien sûr, nous, c'est ce que je disais au départ, tu prends ça comme une opportunité, parce que de toute façon, quand tu ne peux pas changer la situation, il faut faire avec. Donc, on a fait pareil, des webinars, on a fait beaucoup de mise à disposition de contenu. On a appelé beaucoup les gens avec qui on travaille, pas que nos clients d'ailleurs, nos partenaires aussi, typiquement comme les hôteliers par exemple, ou les restaurateurs avec qui on travaille au quotidien d'habitude. Et on a essayé aussi de trouver des choses pour faire ensemble, en se disant comment on peut réinventer notre modèle, etc. Mais ce que je trouve très complexe, c'est
de devoir te réinventer à chaque fois. Alors j'aime pas ce mot, c'est un peu tarte à la crème, mais c'est vrai, tu commences à faire quelque chose. Typiquement, je trouve que cette reprise de l'été, même si elle est très positive, nous aussi on a travaillé un peu cet été, bah finalement tu recommences à planifier des choses. On avait planifié des tonnes d'événements sur septembre parce que les gens étaient persuadés que ça y est, c'était fini en fait. Et là c'est terrible quand le 31 août, moi j'ai un client qui m'appelle, en un appel je perds 25 000 € de chiffre d'affaires. Je fais bon bah ok, donc là je vais aller boire un petit café puis ça va aller mieux. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps ce lien il est primordial. Et nous on a beaucoup appelé aussi juste pour prendre des nouvelles en fait. Si tu veux pas d'être dans une démarche commerciale simplement. Alors nous on a un panier moyen de nos clients qui est très élevé. On a peu de répétitions, c'est-à-dire que pour signer une vente sur une formation leadership pour un codir, c'est entre 6 mois si ça va vite et 18 mois si ça va lentement. Donc on a des cycles de vente qui sont très très longs et donc on a besoin d'être dans le relationnel. Et c'est vrai que finalement, on a un peu plus de temps aujourd'hui pour discuter avec les gens, mais on sent aussi que les gens ont peur. Et moi je dis beaucoup que ce qui nous a tués ces derniers temps, c'est pas tant les mesures gouvernementales, c'est pas tant le confinement, c'est pas tant ça, que la peur des gens en fait. C'est la psychose. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Oui, mais les gens ont peur parce qu'on leur explique qu'il faut avoir très peur. Oui, mais il y a aussi une capacité. On devrait avoir aussi collectivement une capacité à continuer à faire. Avoir une capacité en ce moment et c'est pas forcément le cas. Ouais, mais moi je. Pas toujours taper sur les mêmes. Donc. Non, nous dans nos entreprises, s'il se passe quelque chose, c'est nous qu'on vient à chercher. Donc on est responsable de ça. Le problème, il est qu'aujourd'hui, on est dans une position, dans des anciennes fonctions. J'étais dans l'univers de la protection sociale et effectivement on met une pression sur l'employeur sur typiquement la faute inexcusable. Demain tu as un cluster, tu as des morts dans ton entreprise, on va venir te voir toi, on va te mettre au pénal et on va te dire ouais mais attends, est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait? Ouais mais on le fait. Mais oui, mais le problème il est là, il n'est pas tant que toi tu es à faire ou pas faire, il est qu'on t'a expliqué que si tu prenais pas toutes les précautions, tu es forcément coupable au départ et ça c'est pas normal. En revanche, il faut aussi que chacun collectivement se dise bon attends, ok, il y a des choses que je peux pas faire et j'ai ma responsabilité pénale et je dois protéger mes salariés, c'est mon job, mais en même temps, c'est aussi mon job d'assurer qu'il y ait du lien social, il y ait de l'humanité dans mon entreprise. Et ça, je pense que tu le disais tout à l'heure à raison, on ne peut pas le faire qu'en virtuel, ce n'est pas possible. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on prend nos responsabilités, nous les entrepreneurs, et je pense que c'est bien quelque chose qui... Enfin, si on a un trait commun, c'est celui-ci, c'est qu'on est tous responsables, et on assume nos responsabilités, et au fond, quand on décide quelque chose, et c'est ça qui est compliqué dans notre... Et c'est ça aussi parfois qu'on a du mal à partager avec les dirigeants politiques. Nous, notre responsabilité, quand on a décidé quelque chose, on embarque complètement avec nous. Et on n'a pas 300 comités scientifiques, on n'a pas 300 comités de direction, on n'a pas 500 conseils d'administration. Enfin, à un moment donné, on est seul dans la décision. Et je trouve qu'on a tous, enfin, ce qu'ont fait les entreprises, c'est juste, enfin, dans le monde, c'est juste incroyable. Et je trouve que c'est réinventer les modèles. Moi, c'est vrai que j'aime pas ce mot, mais cette capacité de transformation, elle est juste incroyable. Et je crois qu'on voit nos appareils d'État aujourd'hui avec leur lourdeur, leur structure, leur difficulté. Alors, comme on est toujours très positif et très optimiste, on voit toujours les choses qui sont bien. Mais au final, ça bouge pas. C'est très lent. Le temps qui passe. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites et peut-être faire réagir Paul sur maintenant comment on se projette. Alors, on tire un peu l'expérience, je ne sais pas si on peut tirer l'expérience de ce qui vient de se passer. On parle de se réinventer, on parle de retrouver du lien. Comment on se projette quand on est patron du Sofitel et qu'on est encore dans cette période très, très incertaine qu'on connaît? Disons que par rapport à ce qu'on disait justement pour faire le lien avec le thème précédent des clients, c'est-à-dire qu'au moment de la fermeture, on a dû gérer effectivement beaucoup d'annulations, etc., avec une certaine forme de flexibilité. Après, venant l'été, on a cherché justement comment on allait pouvoir redonner un peu de gaieté, de légèreté par rapport au climat du moment. Et donc on a justement réussi à recréer un concept de restauration justement au 7e étage en transformant les 3 forts en un nouveau restaurant qu'on a appelé Le Temps d'un été, qui était justement sur le thème de l'été, des couleurs, de la légèreté, de la joie de vivre d'une certaine manière. Et ça a très très bien marché. Donc après, on s'est rendu compte qu'effectivement avec la baisse d'activité, puisque d'habitude on est dans les 70% d'occupation, là on est dans des niveaux d'occupation plus que 2 fois inférieurs. C'était le lobby qui manquait un peu de vie, d'âme, etc. Et donc on a en septembre lancé par exemple un bar à vin éphémère de la même manière et transformé une partie du lobby pour essayer de redonner un espace de convivialité, de rencontre, d'expérience, de vie en fait au sein de l'hôtel.
Et justement, ça a été en fait des expériences assez étonnantes de travail en équipe, où en fait on remettait des choses qui existaient parfois depuis des années, et en 1 ou 2 semaines, arriver à créer des concepts nouveaux. Donc ça a été une expérience très enrichissante. Là, en ce moment, par exemple, l'hôtel est encore ouvert, hein, malgré le confinement. On pensait au début qu'avec le confinement, on allait devoir fermer, comme d'autres hôtels, malheureusement. Et puis finalement, aujourd'hui, on tient, on s'accroche, on est ouvert. Ça marche pas si mal. Et finalement, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à profiter, entre guillemets, du peu de volume d'activité pour vraiment chouchouter nos clients, faire du sur-mesure. Et puis nous lancer, pourquoi pas, comme le fait le groupe Accor à une autre échelle, dans des nouvelles formes de business. Par exemple, pourquoi pas, on parlait du work office, à travailler à la maison qui est parfois si difficile, et pourquoi pas le faire dans une chambre d'hôtel, alors avec une jolie vue comme celle qu'on a sur le Vieux-Port, et donc on loue des chambres à la journée par exemple. Ce genre d'exercice, ou alors on a encore les salles de réunion ouvertes et on sert sur plateau repas, donc on a adapté un petit peu l'opération. Donc on essaie de s'adapter au fur et à mesure des annonces, des régulations, et on se découvre des ressources insoupçonnées et beaucoup de réactivité. Et j'en profite pour tirer coup de chapeau à mon équipe, vraiment qui m'a beaucoup impressionné dans cette période. Didier, quand vous vous projetez sur toute l'année, la vision c'est à 3 mois, 6 mois, c'est d'ailleurs une nouvelle façon d'envisager l'avenir. Je crois qu'il y a 2 choses. Il y avait déjà la stratégie qui avait été mise en place et qui avait anticipé ces changements de comportement, donc on a vécu une espèce d'accélération. Après, il y a les équipes elles-mêmes, donc le fait qu'effectivement il faut continuer à donner de l'envie. C'est un sport collectif ce truc-là, donc tu mets pas 510 personnes, 400 personnes chez eux, etc. Donc il faut essayer de maintenir cette envie, cet enthousiasme, etc. De façon à ce que les équipes aient envie de travailler. On fait des métiers qui sont vachement concurrentiels, sur lequel c'est la singularité finalement et le périmètre non comparable qui te permettent de gagner des parts de marché. Et il y a beaucoup d'innovation, mais il y a énormément aussi de nécessité d'agilité. L'agilité, elle vient des équipes. Donc aujourd'hui, dans les priorités qu'il y a, c'est comment, dans ce contexte-là, je rebondis pour garder de l'envie, de l'enthousiasme, etc. au niveau des équipes. Sur j'allais dire, sur le plan marché, tout ce qui se passe en fait, alors tu parlais d'investissement tout à l'heure, tu évoquais le sujet, c'est clair que quand tout d'un coup tu avais prévu de faire X et que tu es à 2 fois X sur une activité, il y a juste des nécessités d'infra qui deviennent assez lourdes, etc. Donc il faut anticiper tout ça. J'allais dire, c'est quand même un problème de riche, donc on va regarder on va se projeter, mais tout ça, il faut l'anticiper. Et puis il y a de façon générale, alors je sais pas, vous parlez de réinvention, je pense que tu dis que c'est admirable ce qui se passe. Après, c'est simplement, je pense que c'est le sens de la survie individuelle, collective, qui fait que tu es dans du rebond et que quelque part, là où tu avais la paresse d'anticiper avant un certain nombre de changements, où l'entreprise, elle se donnait du temps, où tu avais 17 commissions, 40 cabinets qui bossaient sur un sujet depuis 7 ans sans jamais avancer. Là, tout d'un coup, bizarrement, tu vois qu'en 4 mois, le travail qui n'a pas été fait, il est fait. Ça, c'est très enrichissant et très intéressant. Donc ça, c'est votre vision de patron, mais comment vous arrivez à embarquer vos équipes qui, elles, sont dans le quotidien? C'est intéressant parce que en fait, je pense que la problématique qu'on a chez nous, mais je pense que c'est la même chose chez toi, et surtout, je pense que sur les petites structures, c'est peut-être plus facile d'arriver à fédérer, mais je pense que sur les structures un peu de taille intermédiaire comme les nôtres, et même pour vous, avec des gens qui ne sont pas forcément au siège de l'entreprise, mais pas que ça, aujourd'hui c'est repartager le projet de l'entreprise. C'est-à-dire arriver à remettre dans le cœur des gens et dans leur tête que l'entreprise aujourd'hui c'est aussi leur préoccupation principale. Parce que en fait, toute cette peur dont tu parlais, et qui est cette espèce voilà, c'est ce climat anxiogène que les gens ressentent, mais au final leur projet d'entreprise, leur travail n'est plus leur problématique première. Donc, alors évidemment, il y a les enfants, la famille, la santé, très bien, mais on sent bien que c'est quelque chose qui est en train de baisser, et ça, il faut absolument arriver à raccrocher ça. Et parfois, l'éloignement aussi amène à ce que les gens se désintéressent un peu de leur projet. Et puis après, sincèrement, il y a le chômage partiel. Chez nous, ça a créé moi, j'ai eu du mal à faire redémarrer mes équipes. J'avais des gens qui étaient payés chez eux à rien faire. Je veux dire, le confinement pour eux, ça a été juste extraordinaire. Donc, et nous, il fallait expliquer que maintenant, il fallait travailler 2 fois plus, qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup plus, d'ailleurs, dans les mois ou les années qui viennent, parce que c'est vrai qu'on navigue un peu à vue à ce niveau-là.
Voilà, donc c'est ça qui est très très compliqué. Enfin, à mon sens, en ce moment, dans le climat social à expliquer, il faut passer du temps et il faut remettre les gens, voilà, il faut remettre les gens dans un vrai projet d'entreprise. Mais c'est là où c'est majeur. Moi, j'insiste là-dessus à chaque fois que j'ai des prospects, des clients, des partenaires au téléphone. Ce lien-là, il vient des dirigeants, il vient voilà, du top management, il vient des managers sur toute la strate. Je ne sais pas comment vous êtes organisé en termes de hiérarchie dans vos structures respectives, mais et ça vient aussi d'en haut, et ça vient aussi de prendre soin du dirigeant. C'est-à-dire que je pense que le dirigeant aujourd'hui, il est dans un contexte, et je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas l'objectif. On est tous là, on a choisi d'être là, entrepreneurs, on sait, comme tu disais, on est responsable et on sait pourquoi on le fait. Mais en revanche, je pense qu'aujourd'hui, un dirigeant, un codir qui ne va pas bien, c'est une entreprise qui ne va pas bien derrière. Et on ne mesure pas aussi forcément en ce moment les impacts psychologiques sur les dirigeants d'entreprise, sur les top managers, sur des gens qui eux aussi subissent toutes les mesures comme tout le monde, le climat anxiogène comme tout le monde, mais qui en plus ont la responsabilité de savoir s'ils vont mettre des gens au chômage ou s'ils vont pouvoir les payer à la fin du mois, et si leur entreprise ne va pas s'effondrer, et le travail d'une vie souvent pour un entrepreneur. Donc je pense que ça, il faut que ça soit remis au centre. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la planète, etc. Alors, je ne dis pas que je suis anti-écologique, c'est pas le débat. En revanche, je pense qu'avant de prendre soin de la planète, on pourrait peut-être prendre un peu soin les uns des autres. C'est très important ce que tu dis. Et souvent, c'est des discours où on a du mal. Enfin, on le sent bien aujourd'hui, qu'il y a quand même une société qui est en train un peu de s'éclater entre les gens qui comprennent tout de ce qu'on leur dit et que surtout, il ne faut rien faire, il ne faut pas sortir. Et à côté de ça, moi, je peux comprendre un restaurateur aujourd'hui, au bout curieusement, j'ai créé un restaurant avec un jeune chef et on a ouvert 15 jours avant le premier confinement, donc ça c'était une très bonne idée. Non, mais je peux comprendre la détresse abominable de ces gens-là, et on ne peut pas taper. Enfin, je suis d'accord, il faut au contraire, il faut partager, il faut comprendre, et pas dire mais non, mais regarde, voilà, ils ont 10 000 balles, mais non, c'est plus que ça. Je vous propose qu'on conclue en fait notre petit déjeuner, puisqu'on est pratiquement au terme de cette émission, précisément sur ce sujet, la responsabilité votre responsabilité de patron dans ce contexte. Un grand patron CAC 40 qui expliquait, je suis assez d'accord avec cette idée, que notre responsabilité c'est d'absorber le stress et de restituer l'énergie à nos équipes. Je trouve que le contexte du Covid s'y prête. Donc, patron, en ce moment, pour vous, ça représente quoi? En quoi ça a changé votre vision de votre responsabilité de patron? C'est des grandes questions. Non, disons que moi, comme je disais tout à l'heure, je saluais l'équipe. C'est vrai qu'avec une équipe engagée, passionnée comme celle que j'ai la chance d'avoir, on a pu faire face aux différents obstacles très difficiles qu'on a pu vivre dans ces derniers mois, effectivement. On a changé la manière aussi de travailler avec beaucoup plus de réactivité, de souplesse, de sens de responsabilité probablement aussi, à chaque niveau, à chaque étape, probablement encore plus en équipe et avec beaucoup de polyvalence. Donc finalement, ce qui ressort pour moi de cette crise en tout cas, c'est qu'on s'est découvert des nouvelles ressources, aussi bien individuelles que collectivement, et je suis sûr qu'on en sortira plus fort d'une certaine manière. Donc c'est un peu le message. Et voilà ce qu'on a pu vivre et ce qu'on tirera de cette leçon, cette crise. Merci Paul. Un mot, Didier, sur cette vision du dirigeant. Est-ce que c'est un dirigeant un peu nouveau qui sort de cette crise? J'allais dire qu'il y a des fondamentaux qu'il faut respecter. Donc tout à l'heure, tu évoquais les problèmes de mobilisation des équipes. Donc même si tu t'arrêtes pas, comment est-ce que tu peux à la fois créer du lien entre les équipes, c'est quand même des constructions qui sont toujours des constructions collectives. Donc comment est-ce que tout ça peut fonctionner, sachant que quand tu as une vision du développement, le développement, ça part quand même d'un principe, c'est que c'est quand même très contagieux, et que si c'est pas porté individuellement et collectivement par les gens avec lesquels tu travailles, ça devient difficile. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est mettre de la cohésion, c'est mettre du sens, continuer à avancer sur les projets avec un regard qui soit empreint à la fois de beaucoup de conviction et d'une certaine humilité devant les événements et la façon dont les choses se passent. Et je pense que cette humilité-là, il faut la partager tout en étant assez fort dans ses convictions pour à un moment ou à un autre prendre la bonne décision qui s'impose, et puis essayer d'écrire quelque chose, une histoire, une aventure. Là, on n'est plus à la première page, il faut continuer à le faire. Et j'allais dire, le sujet, c'est dans une année qui va être pleine
demain d'incertitude, alors même s'il y a le vaccin et tout, j'ai le truc, aujourd'hui on n'est plus figé pour le coup dans des certitudes. Comment est-ce qu'on va essayer d'affronter entre guillemets les mois qui viennent, sachant que tu parlais tout à l'heure des annulations des trucs, etc. C'est qu'il faut partir du principe que Étoile, si elle t'aidera sur un certain nombre de sujets, les prendre en main, tout ce qui va être événementiel, créer ta propre visibilité et pas compter sur des écosystèmes qui sont aujourd'hui un peu immobilisés. Philippe, conclusion sur votre vision de patron. Moi, forcément, toujours optimiste et je suis assez d'accord sur l'analyse. Notre fonction, elle est évidemment de partager nos craintes, mais elle est surtout de donner de l'espoir et de la vision à nos salariés et de l'envie. Et voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est énergivore, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc moi, je ne change pas à ce niveau-là. Même si depuis le soir du confinement, quand il a fallu qu'on rentre chez nous la première fois, j'ai des acouphènes atroces depuis ce jour qui m'ont plus quitté, donc ça a déclenché chez moi une... donc voilà, donc ça a forcément des conséquences physiques, je dirais. Voilà, c'est ces espèces d'extraits de stress, et pourtant je ne suis pas le perdant de l'année. Donc, mais voilà, comme quoi c'est des choses qui forcément vont rester, mais il faut outrepasser tout ça et il faut garder l'espoir, donner l'énergie et puis continuer à garder cette confiance de nos équipes. Amandine, pour conclure. Je rebondis sur le mot que tu viens de dire, confiance. C'est vrai que je pense que nous c'est un peu notre mantra chez Marseille, c'est la confiance est la clé de la performance. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut donner un peu de la confiance, redonner de la confiance en soi, de la confiance aux autres, ça veut dire les équipes, les partenaires, puis peut-être aussi un peu de confiance en l'avenir. Mais je pense que là où je rejoins aussi Didier, il faut savoir naviguer à vue, si vous me permettez l'expression marine, savoir faire avec l'incertitude. Et aujourd'hui, les sujets sur lesquels on travaille depuis des années déjà, c'est notamment un des sujets majeurs sur lesquels on nous sollicite, c'est la prise de décision en environnement complexe et incertain. Je crois qu'on est en plein dans le thème du moment. Et effectivement, oui, c'est de plus en plus complexe et oui, c'est incertain. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on va revenir sur une version antérieure. Donc voilà, et c'est peut-être une manière différente un peu de faire, mais je crois que le mot-clé, si tu me permets que ce soit le mot de la fin, c'est la confiance. Je pense que voilà. Ouais, je rajouterais un élément, c'est que tu as toujours une logique stratégique, et avant tu avais une logique tactique qui était un peu minoritaire. Tu écris ce que tu vas faire et puis tu as de la tactique à chaque fois. Ça parle voile là. Stratégie versus tactique. Mais tu vois, sauf que là, la partie tactique, elle est devenue beaucoup plus importante que de l'était. Et c'est ça que en fait, les entreprises doivent apprendre à appréhender. Bon, écoutez, un grand merci en tout cas pour votre témoignage, votre sourire, votre confiance, et puis je pense que l'engagement qui vraiment, on respirait l'engagement ce matin. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci.